Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Je suis Olivier Compagnon, professeur d'histoire contemporaine à l'université Sorbonne Nouvelle. Et je prends la parole mandaté par... donc je suis membre du jury du Grand Prix des rendez-vous de Blois. Et je suis donc mandaté par le jury pour, cette année, remettre le prix 2021. Avant de passer la parole à la star de la soirée, disons, je voudrais juste rappeler en deux mots comment fonctionne ce prix, parce que vous savez très bien qu'il suffit d'ouvrir un journal ces derniers jours, justement, pour voir toute une série de remises en cause du fonctionnement du prix Goncourt, du prix Femina. Donc, il n'y a rien de cela chez nous. Nous sommes 11. Chacun entre dans le jury pour un mandat de 5 ans, donc il y a un renouvellement très régulier des membres du jury. Et chaque année, chaque membre du jury apporte 2 ouvrages qu'il estime dignes de considération. L'un qui relève de son domaine de spécialité, soit une période, soit une ère culturelle, en gros, et puis un autre en dehors de son domaine de spécialité. Nous avons une première réunion où chacun explique, défend les 2 choix qu'il a faits, et puis ensuite passe l'été, où nous devons lire les 20, 22, 24 livres, selon les années. Et puis nous avons une deuxième réunion, au début du mois de septembre, où nous considérons uniquement les 5 ouvrages qui ont été les mieux classés à la suite d'un petit sondage qui a été envoyé. Jamais nous ne votons. En tout cas, dans les 3 éditions auxquelles j'ai participé, jamais il n'y a une vote, ce qui veut dire que, évidemment, il y a des discussions, ce n'est pas toujours au départ complètement consensuel, mais au bout du compte, ce prix est le produit d'un consensus qui a été bâti progressivement au fil d'une discussion qui parfois dure 3 heures, par l'ensemble des membres du jury. Je voulais juste expliciter ça pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Alors cette année, il y avait 20 livres en compétition et le prix a été décerné à Ludovic Tournès pour un livre intitulé « Américanisation, une histoire mondiale, 18e, 21e siècle », publié chez Fayard fin 2020 dans la collection « L'épreuve de l'histoire » dirigée par Antoine Lilti. Et donc, Ludovic, je t'appelle sur scène. Et je te remets donc ce diplôme. Mais j'appelle également Sophie Hogg-Grandjean, directrice éditoriale chez Fayard, pour qu'elle vienne récupérer le diplôme destiné à l'éditeur. Alors, on a très peu de temps pour parler de ton livre, Ludovic, mais je me permets de te poser quelques questions quand même. Évidemment, donc l'objet, c'est l'américanisation. Cette américanisation, nous dis-tu, c'est une donnée majeure de l'histoire contemporaine, notamment du XXe siècle, et elle a été longtemps pensée soit en termes d'imposition hégémonique, d'impérialisme culturel, soit en termes d'acculturation modernisatrice. Et toi, tu nous proposes une autre lecture de ce processus d'américanisation, une lecture de temps long, hein, puisque fin 18e, début 21e siècle. Alors, quelle est cette lecture en 2 mots, puisque nous avons 7-8 minutes ? Oui, merci en 2 mots. Je vais essayer de faire court parce que je suis d'un naturel bavard, comme tout enseignant, donc, mais j'essaye aussi d'être synthétique. Alors d'abord, merci beaucoup. Je suis un petit peu intimidé. J'ai l'habitude de parler devant des centaines d'étudiants, mais c'est vrai que là, c'est quand même pas tout à fait le même contexte. Pour résumer très rapidement, c'est vrai que l'américanisation, en fait, il y avait 2 enjeux dans ce livre. D'abord, de faire un ouvrage de synthèse, parce qu'il y a une littérature pléthorique sur la question, mais en fait, aucun livre de synthèse. Donc ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'était d'essayer de repenser un petit peu le cadre de lecture, qui est souvent très convenu et qui oublie en fait une partie de la question. Là, comme Olivier le disait, c'est vrai que souvent l'américanisation est interprétée comme un phénomène d'imposition hégémonique et comme un phénomène de diffusion internationale d'une culture construite aux États-Unis puis exportée ensuite dans le reste du monde. Moi, j'ai pris le parti de prendre une perspective un peu différente parce qu'en fait, l'américanisation, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire intégration des immigrants à la nation américaine et ça veut dire transformation du monde en États-Unis. Et en fait, dans ces 2 exceptions, on ne prend toujours que la deuxième. La première passe à la trappe le plus souvent. Or, ces 2 exceptions sont importantes et elles fonctionnent de la même manière. Et puis, surtout, le plus important, c'est que en prenant ces 2 exceptions, ça permet de réintégrer les États-Unis dans l'histoire de l'américanisation parce que c'est en fait un point aveugle de cette histoire. Les travaux sur l'américanisation ne parlent à peu près jamais des États-Unis, ce qui est quand même paradoxal.
Donc on a bien compris, ta réflexion commence au tournant des 18e et 19e siècles, mais en même temps, cette américanisation, elle commence à s'imposer au travers du monde plutôt à la fin du 19e. Et aujourd'hui, et là je renvoie à ta conclusion, à ton épilogue, aujourd'hui, il est révolu ce temps de l'américanisation. Enfin, la chute de Kaboul confirme ce que tu nous dis dans ton épilogue, ou c'est un peu plus compliqué que ça? Alors, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, au sens où, alors, il est révolu au sens où le temps du modèle américain, de l'Amérique comme symbole de la modernité, qui était le cas, disons, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans les 20 ans qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce contexte-là, mais on est dans une situation paradoxale, avec d'un côté une américanisation, disons, dans le domaine de la culture matérielle ou des pratiques culturelles qui restent très fortes. Il suffit de voir la puissance des industries culturelles américaines, et sans parler des GAFAM, qui est extraordinairement forte. Donc ça, c'est un processus très lourd. Mais de l'autre côté, on a effectivement une chute depuis une cinquantaine d'années du prestige et du rayonnement international des États-Unis, qui fait qu'aujourd'hui, l'Amérique n'est plus un modèle. Donc on a une situation effectivement double, complexe, mais qui, disons, pour moi, effectivement, la chute de Kaboul confirme le fait que le XXe siècle ne sera pas américain, puisque c'est le titre de ma conclusion. Et les deux guerres mondiales ont joué un rôle de matrice très particulier dans ce processus général? Alors, un rôle de matrice, non, dans la mesure où le processus remonte finalement à la fondation des États-Unis eux-mêmes. Par contre, elles ont joué le rôle d'accélérateur absolument considérable, parce que, effectivement, c'est pendant ces deux guerres et après, mais pendant, j'insiste aussi sur le pendant, que, disons, les processus d'américanisation dans beaucoup d'endroits du monde ont connu une accélération considérable. Bon, notre temps est déjà presque écoulé, j'en suis vraiment désolé, mais si vous aimez la conquête de l'Ouest, Hollywood, les fondations américaines et tant d'autres choses, je vous conseille le jazz. On pourrait prendre très important. de très nombreux exemples. Je vous conseille véritablement la lecture de ce livre. Merci beaucoup pour votre attention et bravo Ludovic. Merci. Ah oui. On s'installe. Bonsoir. Merci d'être là un peu tard pour une table ronde sur mourir au travail, ce qui est quand même évidemment un point un peu tragique d'aboutissement pour ces rendez-vous d'histoire 2021. Se tuer au travail, perdre sa vie en la gagnant. Je pense que plusieurs d'entre vous, plusieurs d'entre nous se sont laissés aller quelquefois à se plaindre de cette façon-là. Alors, c'est évidemment pas du tout de cela que nous allons parler ce soir. On va parler des ouvriers qui, au fond de la mine, étaient exposés aux accidents ou aux fumées toxiques et qui ont perdu parfois la vie par centaines et dans des conditions de travail telles qu'on a pu les comparer quelquefois à celles des esclaves sur les plantations. On va parler du goulag, du système que l'Union soviétique a inventé et qui est au fond un autre système dans l'histoire de destruction systématique de l'humain par le travail. Ce ne sont pas les seuls peut-être. On a pensé que c'était parmi les plus spectaculaires, les plus tragiques.
et avec un certain nombre de questions. Quels sont les ressorts de tel système? Comment les a-t-on... peut-on les comparer? Peut-on vraiment les comparer? Parce qu'après tout, là, vous voyez bien qu'on va faire quand même un peu le grand écart entre des périodes et des systèmes très différents. Est-ce que... comment les sociétés en ont-elles pris conscience ou pas? Comment les ont-elles quelquefois justifiées? Parce qu'après tout, il faut justifier, de faire travailler les gens jusqu'à en mourir, les justifier économiquement et aussi moralement. Comment en est-on sorti? Est-ce qu'on en est vraiment sorti? Voilà ce qu'on a 1h30 pour traiter avec 3 spécialistes que je pense vous connaissez à bien connaître, puisque depuis 3 jours, ils ont été mis à rude épreuve dans ces rendez-vous de Blois pour notre plaisir à tous, enfin pour notre instruction aussi à tous. Alors, Cécile Vidal, je me tourne vers vous la première. Vous êtes directrice d'études à l'EHESS. Vos recherches portent sur l'histoire sociale des empires, la traite, l'esclavage, entre XVIIe et XIXe siècle. Alors vous avez évidemment beaucoup de publications, notamment en anglais, je ne les citerai pas, sur l'espace Caraïbe. Et en français cet automne, rien moins que 2 ouvrages en direction. Une histoire sociale du Nouveau Monde, histoire comparée des situations coloniales dans toutes les Amériques. Ça, c'est aux éditions de l'EHESS. Et bien sûr, ça, vous en avez beaucoup entendu parler ces jours-ci, avec Paulin Ismard, en direction aussi aux éditions du Seuil, la somme sur les mondes de l'esclavage. Nicolas Werth, vous étiez directeur de recherche au CNRS, à l'IHTP, Institut d'histoire du temps présent. Vous êtes un habitué des rendez-vous de Blois depuis... je pense depuis la première, depuis la première édition. Vous êtes un des historiens majeurs du XXe siècle soviétique et notamment de sa paysannerie et notamment de son pan sans doute le plus noir, c'est-à-dire la répression, le système de répression stalinien. Vous avez publié un nombre considérable d'articles, bien sûr, mais aussi d'ouvrages. Je citerai ce soir, parce que c'est évidemment au cœur de notre sujet, le bel ouvrage en 2019 sur le Goulag, une histoire soviétique, au Seuil, enfin Arte Seuil, avec Liuba Jurgenson, à partir d'archives et de témoignages, notamment de l'association Mémorial, que vous suivez, que vous militez beaucoup pour promouvoir et qui est évidemment dans des difficultés immenses en ce moment en Russie. Arte Seuil, parce que ce livre accompagnait un film écrit avec François Aimé et Patrick Rothman, et qui est toujours disponible, me disiez-vous, sur Arte Replay, en replay sur Arte. En 2020, que sais-je, sur les grandes famines soviétiques, qui sont aussi évidemment au cœur de vos sujets. Judith Reynorn. Judith, vous êtes professeure d'histoire contemporaine à la Sorbonne, mais en ce moment en délégation CNRS à la Maison française d'Oxford. C'est pour ça que nous avions été privés de votre présence l'an dernier à cause de la quarantaine, mais merci d'être là cette année. Vous avez beaucoup travaillé aussi ces 3 jours parce que vous êtes spécialiste d'histoire sociale des populations au travail et notamment des conséquences du travail sur la santé et l'environnement, ce qui fait qu'évidemment on est au cœur du sujet. Vous participez à beaucoup de revues, beaucoup de comités d'histoire divers, enfin d'histoire sociale évidemment. Et je ne citerai que 2 de vos ouvrages. En 2014, Santé et travail à la mine chez Septentrion. Et en 2019, Blanc de plomb, Histoire d'un poison légal aux presses de Sciences Po. Sur la couverture, oui, on ne vous ménage pas là, après déjà 2 jours ou 3 jours de travail. Et bien sur la couverture, il y a cette image que nous commenterons peut-être tout à l'heure avec vous, Judith. Alors je me tourne d'abord vers vous, Cécile, parce que c'est l'ordre chronologique, c'est l'ordre historique dont nous allons faire ça dans les règles. D'abord pour prendre peut-être un peu, faire un peu ce que Pierre Chaunu appelait la pesée globale, c'est-à-dire quand même se demander ce qu'on sait de l'esclavage. On a compris, vous êtes une grande spécialiste de l'histoire de l'esclavage, et notamment dans le domaine atlantique.
l'esclavage est associé à, dans le sens commun, je dirais, à un système mortifère. Est-ce que c'est abusif? Est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on en sait vraiment? Qu'est-ce qu'on sait de cette mortalité des esclaves? Et de quelle source a-t-on? Et de quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui en historienne? Alors, je vais donc parler en effet de l'esclavage amérindien et africain tel qu'il s'est développé sous la houlette des Européens dans les Amériques coloniales de la période moderne. Et je voudrais préciser qu'on peut concevoir l'esclavage comme une forme de travail forcé, mais qu'il ne faut surtout pas réduire l'esclavage justement au travail forcé. Il y a une dimension supplémentaire puisque le pouvoir des maîtres sur leurs esclaves s'exerçait sur toutes les dimensions de la vie des esclaves, sur le travail, mais aussi sur tout le reste, et se manifestait notamment par un pouvoir de vie et de mort qui jouait un rôle important pour la punition des esclaves récalcitrants, mais qui se manifestait aussi par l'imposition de conditions de vie et de travail mortifères. Alors, cette surmortalité des esclaves en relation avec cette surexploitation, elle commençait avant même la mise au travail des esclaves, puisqu'elle a lieu au moment du recrutement de force de ces travailleurs. La capture en Afrique à l'occasion de guerres, de raids, de kidnapping, le voyage jusqu'au poste d'embarquement, le temps d'attente dans les postes de traite sur les côtes africaines, le passage du milieu, donc le voyage transatlantique, et l'arrivée suscitaient des taux de mortalité extrêmement élevés. Et on a des données très précises sur ce sujet, pas sur l'ensemble du chemin, mais en revanche sur le passage du milieu, parce qu'il a été constitué à partir des années 90 et mis en ligne en 2008 une base de données qui réunit des informations sur 36 000 voyages de traite. C'est à peu près 77% de la traite transatlantique sur cette base de données qui s'appelle Slave Voyages, et qui montre que sur les 12 500 000 esclaves déportés entre 1501 et 1867 aux Amériques, 1 800 000 ne sont jamais arrivés et gisent au fond de l'océan Atlantique. C'est en moyenne un taux de mortalité cataclysmique de 12 à 13%, cette moyenne cachant de très grandes variations dans le temps et dans l'espace, et notamment variée en fonction des régions d'embarquement des esclaves. Mais cette surmortalité continuait en fait après le passage du milieu et affectait les esclaves au sein des sociétés esclavagistes et notamment au sein des sociétés de plantation où les conditions de vie et de travail étaient les plus dures. La documentation qui permet d'analyser ce phénomène, c'est celle constituée des papiers de plantation, c'est-à-dire les inventaires et les registres tenus par le personnel d'encadrement pour suivre la démographie de la main-d'œuvre servile, puisqu'il fallait continuellement remplacer les esclaves morts. Et puis aussi les sources fiscales et les recensements. C'est-à-dire, pardon, on a des registres sur lesquels les maîtres écrivaient vraiment le chiffre des pertes et combien... Faisaient l'inventaire, en fait. Ils listaient les esclaves de leur plantation et ils expliquaient maladie, handicap, mort. Et donc, ils montraient l'évolution démographique, les naissances, moins souvent que les morts, mais étaient éventuellement listées parce qu'il fallait justement gérer le fait qu'il y avait un renouvellement nécessaire, perpétuel de cette main-d'œuvre en raison justement de cette mortalité extrêmement élevée. Et ces différentes sources montrent que la plupart des sociétés esclavagistes américaines connaissaient des taux d'accroissement naturel nuls ou négatifs. Par exemple, à la Jamaïque, sur toute la période de la traite, 800 000 esclaves ont été déportés et vendus en Jamaïque. À la fin de la période esclavagiste, au moment de l'abolition en 1838, il y a seulement 300 000 esclaves. Donc c'est un chiffre parlant et on estime les taux de diminution naturelle à 20% par décade pour la population servile par décennie dans la Caraïbe et au Brésil. Et alors, de quoi meurt-il ? Alors, il meurt en fait d'une combinaison de facteurs.
Tout d'abord, à l'arrivée, en fait, c'est l'introduction dans un nouveau milieu épidémique, de telle sorte que la première année, qui est l'année, en anglais on parle de seasoning, d'adaptation en fait à ce nouvel environnement, est une année particulièrement mortifère. Avec Philippe Curtin estime qu'il y a une mortalité d'un tiers en fait de la population servile amenée des nouveaux arrivants. Et puis cette mortalité, elle perdure. Donc là, plutôt de maladie. Là, c'est plutôt un choc. C'est oui. D'abord un choc, Oui. la nécessité de s'adapter à un nouvel environnement, une nouvelle alimentation, Oui. un nouveau régime de travail. Évidemment, et à cet environnement épidémique défavorable, le régime de travail très dur, notamment sur les plantations sucrières, qui impose parmi les modes de travail les plus difficiles, avec deux moments particulièrement durs, la période où on plante la canne, où un esclave doit en une journée faire une centaine de trous, ce qui veut dire soulever 11 tonnes de terre par jour, ou la période de la récolte avec des journées de travail qui s'étendent la nuit, qui sont extrêmement longues pendant des mois durant. Donc ce système, en fait, conjointement avec une sous-alimentation, donc une alimentation qui ne permet pas justement de faire face à ce régime forcé, donc signifie que les esclaves ne sont pas en capacité de résister aux maladies, les rendent plus vulnérables à un certain nombre de maladies. Donc la conjonction entre le régime de travail, la sous-alimentation et cet environnement épidémique. Donc c'est la conjonction entre les trois phénomènes. Et puis joue aussi la démoralisation associée au processus de brutalisation et de déshumanisation imposée aux esclaves. Vous travaillez sur les suicides en ce moment, Cécile Vidal. C'est quelque chose, enfin, c'est un phénomène massif, le suicide des esclaves sur les plantations. Alors on a des sources là-dessus. Le suicide n'est jamais massif, c'est toujours un phénomène minoritaire, mais on a des taux de suicide épidémiques à bord des navires de traite. On le sait parce qu'on a on tient des registres de mortalité à la fin du 18e pour lutter justement contre cette mortalité. Et vraiment, c'est des taux qui correspondent à des taux épidémiques et puis qui restent très élevés. Qu'est-ce que vous appelez un taux épidémique ? Quelque chose comme 120, 130 pour 100 000. À l'heure actuelle, en France, le taux de suicide, c'est 21 pour 100 000. Et donc, dans la Russie, les taux de 100, 130, c'est vraiment des taux épidémiques, en fait. Donc, c'est des taux... ça peut être quelques personnes par navire, parce qu'en fait, voilà. Mais c'est des taux qu'on considère comme extrêmement élevés. Et puis, ces taux se maintiennent à l'arrivée. Et en fait, ce n'est pas tant la difficulté des conditions que la désocialisation, la rupture des liens sociaux. Et dès que les esclaves réussissent à reconstruire en fait, des communautés, à reconstruire des liens sociaux, ces taux diminuent. Oui, donc au fond, on pense toujours, quand on pense à mortalité des esclaves, il me semble que des images qui viennent sont immédiatement des images de mauvais traitement, de brutalité éventuellement mortelle. Oui, c'est pas ça que vous nous décrivez. C'est une mort... c'est une surexploitation au travail. Oui. Basé sur un calcul qu'on peut faire venir des esclaves par la traite et les remplacer très facilement. Voilà. Avec une espérance de vie que vous avez... Alors en effet, l'espérance de vie, les historiens, c'est des estimations, mais sur les plantations sucrières, l'espérance de vie est estimée à 10 ans à l'arrivée d'un nouvel esclave. Et un autre chiffre... Alors qu'ils arrivent très jeunes. Ils peuvent arriver très jeunes, en effet. Et un autre chiffre, c'est celui sur une plantation qui a été étudiée par Richard Dunn, qui s'appelle la plantation Mésopotamia en Jamaïque. Il y a un moment donné où ils décident d'augmenter le nombre des femmes pour le travail des champs. Et on voit immédiatement les taux de mortalité augmenter et leur espérance de vie diminue de 30%. Et femmes ou hommes, la mortalité... Alors, il y a des différences, égale. parce qu'en fonction justement des emplois, mais les femmes dans les plantations sucrières étaient employées comme les hommes en fait, aux travaux les plus durs, les travaux des champs. Bien. Alors, nous allons faire un petit saut dans le temps et dans l'espace aussi pour arriver dans la Russie. Alors, peut-être avant même l'URSS, peut-être la fin de la Russie tsariste, puisque, au fond, Nicolas Werth, je me tourne vers vous.
avec un immense paradoxe quand même entre les deux cas. Une énorme différence sur le fond, c'est que le système soviétique, le système communiste, contrairement peut-être au système esclavagiste pour qui le travail est au fond ou le travailleur une matière première destructible, le système communiste valorise le travail. Il valorise le travail. Donc, comment a-t-on pu en arriver? Et bon, vous dites que peut-être il faut remonter un petit peu avant la Révolution pour le comprendre. Comment a-t-on pu en arriver à un système aussi mortifère que celui que vous nous décrivez lorsque vous nous parlez du goulag? Oui, alors, valorise le travail, certes, donc je reviendrai un tout petit peu après sur cette question, parce qu'il y a un moment où il y a une propagande formidable en Union soviétique sur ce qu'on appelle la refonte par le travail, c'est-à-dire sur l'idée qu'un détenu, un délinquant, va s'améliorer en travaillant et donc va devenir un homme nouveau. C'est le grand thème, un des grands thèmes prométhéens de Gorky, etc. Donc, mais si on revient plus globalement, comme vous l'avez fait, sur les masses, au fond, de quoi il s'agit. Alors, on sait aujourd'hui que dans l'Empire tsariste, il y avait un bagne, comme dans d'autres pays. Évidemment, simplement, l'Empire tsariste n'a pas de colonie à l'extérieur, donc il a des espaces semi-coloniaux. Et le bagne n'est pas ultramarin. Oui, il n'est pas absolument outre-mer. Donc il y avait un bagne, il y avait des prisons. À peu près 10% des criminels les plus, enfin notamment les crimes de sang, étaient envoyés au bagne avec l'idée donc d'un travail plus dur que celui de la prison. Mais si l'on prend globalement, on sait qu'entre le début du 19e, c'est-à-dire le début du règne d'Alexandre Ier, il y a beaucoup de statistiques qui commencent vers 1801 jusqu'en 1917. C'est un volant donc d'1 million de personnes qui est passé par le bagne. Ce qui ne fait pas tant que ça. Ça fait à peu près 8000 par an. Voilà. Tout est relatif. Hein, tout est relatif. Bon, si on prend la période soviétique, et notamment la période qui va de 1917 à la mort de Staline, c'est-à-dire au fond 36 ans, on a 20 millions qui passent par les camps du Goulag, plus 7 millions qui sont déportés, qui ne vont pas en camp, mais qui sont assignés à résidence dans ce qu'on appelle des villages de peuplement, pas très loin des camps, souvent avec des conditions de travail forcé, ils sont obligés de travailler. Donc ça fait 27 millions, on est une masse beaucoup plus importante, évidemment. Alors, si l'on en revient au taux de mortalité, ces taux de mortalité, ils sont aussi très bien documentés, mais on a pu les documenter seulement depuis l'ouverture des archives du Goulag, c'est-à-dire quelque part depuis maintenant un quart de siècle, depuis le milieu des années 90. Et il faut savoir qu'évidemment, au Goulag, chaque chef de camp tenait une comptabilité extrêmement précise du nombre de gens qui décédaient au Goulag. Parce que, et donc tous ces chiffres étaient communiqués camp par camp, puis remontés par région et remontés au centre. Et je me souviens que même en 1994, quand j'avais publié mes rapports secrets soviétiques, il y avait ces documents assez étonnants, surtout à l'époque, ce n'était pas si évident de les avoir, sur mois par mois, globalement, les statistiques qui étaient adressées par le chef du NKVD, enfin le ministère de l'Intérieur, à Staline et à Beria, donc les plus hauts dirigeants du parti et de la sécurité d'État, sur le nombre de personnes décédées dans le système des camps, mois par mois. Voilà. Et donc, on a pu établir des statistiques assez fiables et qui montrent d'abord une très grande variation. C'est-à-dire qu'il y a des années terribles où jusqu'à 20 et même 22% des détenus mouraient dans l'année, des taux de mortalité de 22%. Les pires années, ce sont les années de guerre. 42, 43. Pourquoi? Parce que d'abord,
on a dû évacuer des dizaines et des centaines de colonies, pas les camps les plus durs, qui étaient situés quand même dans la partie européenne de la Russie, parce que quand on pense au goulag, on se dit toujours la Sibérie, l'Oural, etc. Mais il y avait quand même à peu près un quart des détenus condamnés à des peines moins longues qui étaient dans des camps de la partie européenne de la Russie. Donc on a évacué tous ces gens pour qu'ils ne tombent pas devant l'avancée allemande. Ça a fait une congestion absolument incroyable dans les camps au-delà de l'Oural, enfin à partir dans les zones orientales de l'Union soviétique. Et en plus, on avait autre chose à faire que de les nourrir, de les ravitailler, etc. Donc là, on a des taux de mortalité très forts. Mais par exemple, après-guerre, début des années 50, les taux de mortalité tombent à 1-2% par an parce qu'on s'est rendu compte qu'après la saignée de la guerre, il fallait quand même utiliser la main-d'œuvre de manière plus économe. Donc, il y a des années où c'est 9%. Enfin, il y a une très grande variété dans le temps, selon les camps. Il y avait des camps plus durs que d'autres. Mais globalement, on sait aujourd'hui que sur les 20 millions de gens qui sont passés par le goulag, en y restant à peu près 6 à 7 ans en moyenne, le nombre de gens qui sont morts au goulag, c'est 2 millions. 2 millions oui. Sur les 20 qui sont passés. Là aussi, de quoi meurt-on au goulag? Est-ce qu'on meurt d'une surexploitation? D'une surexploitation, d'une mauvaise alimentation? Très mauvaise alimentation. Enfin, les gens mouraient de faim carrément pendant la guerre. Comment expliquer qu'on laisse mourir de faim une main-d'œuvre dont on a tellement besoin? Parce qu'on en a autant qu'on veut, si on peut dire. Voilà. Mais il y a un moment, justement, c'est une variable d'ajustement. Lorsqu'il y en a moins, on va mieux les traiter. Il faut savoir qu'à la fin de l'époque stalinienne, on commence même à distribuer des salaires, des petits salaires aux détenus, à condition qu'ils travaillent bien. C'est des salaires symboliques. Mais vous voyez, il y a toute une variable d'adaptation et des politiques pensées au plus haut niveau du parti et de l'État sur la manière dont on va nourrir cette main-d'œuvre, oui. etc. Ce qui coexiste quand même tranquillement avec une valorisation et une propagande sur le travail. Oui, alors, il y a ce moment, quelque part jusqu'en milieu des années 30, où fleurit cette idée de la refonte par le travail. Et les plus grands écrivains du régime, comme Gorky par exemple, vont faire une propagande, un livre autour du premier grand chantier pénal stalinien, c'est-à-dire le canal Baltique-Mer Blanche, qui est construit en 2 ans. Il y a 120 000 personnes qui travaillent sur ce premier grand chantier pénal. Et il y a une centaine d'écrivains qui partent sur le chantier écrire ce livre collectif sur, ça s'appelle le canal Staline, sur la refonte, la manière dont les soi-disant délinquants sont régénérés et deviennent des hommes nouveaux. Gorky est le premier à participer à cette affaire et en même temps, il est extrêmement, je dirais, double parce que on raconte, enfin, il y a un témoignage assez extraordinaire dans notre film sur le goulag de Dmitri Likhatchov, un des grands dissidents et un des des prisonniers politiques les plus célèbres, qui raconte comment Gorky est arrivé dans le camp en 1928. C'était dans les premiers camps aux îles Solovki pour faire, au fond, son truc de propagande. Et les détenus... Gorky était au relais d'un grand prestige d'écrivains prolétariens, etc. Et donc, ils lui ont fait comprendre... Donc, évidemment, on a fait une mise en scène, des nappes sur les tables, des infirmeries où on a tout nettoyé, etc. Des détenus qui lisent le journal pour se cultiver. Et pour montrer à Gorky ce qui se passait, ils ont mis le journal à l'envers. Voilà. Et Gorky a très bien compris parce que un des détenus qui avait des lunettes, il a pris ses lunettes et il les a mises à l'envers pour montrant qu'il a compris. Mais néanmoins,
quand il est rentré à Moscou, il a écrit ce livre sur la refonte. Vous voyez, donc c'est extrêmement intéressant. Donc, on a un immense besoin de main-d'œuvre pour construire des routes, des infrastructures, des canaux. On a une matière première à disposition. Donc, au fond, on ne prend même plus la peine de la nourrir. Voilà, on verra tous les détails parce qu'il y a une évolution très intéressante. Et en tout cas, c'est une question, voilà, maintenant qu'on peut commencer à bien comprendre. Et qui est quand même une question de fond. Alors, Judith Reynorn, là encore, on va transposer dans un contexte très différent, peut-être un peu moins effrayant. Hein, on sort des systèmes esclavagistes et totalitaires pour entrer en système qu'on pourrait dire en régime ordinaire, c'est-à-dire le régime qui est celui des sociétés développées, industrielles, qui sont les nôtres. En tout cas, à partir du 19e siècle. Vous dites que dans ce contexte-là, on ne meurt pas au travail, mais qu'on meurt plutôt du travail. Qu'est-ce que vous voulez dire, pouvez-vous expliquer cette expression, mourir du travail, au 19e siècle? Alors, ou enfin au 19e ou au 20e siècle, enfin dans les sociétés. Oui, merci. On meurt au travail et on meurt du travail. Ce sont deux choses différentes, mais on continue de mourir au travail. Alors en effet, je vais vous parler de terrains qui paraissent beaucoup plus ordinaires et d'une certaine manière minimaliste par rapport aux masses dont on a parlé et aux situations d'exception que sont celles de l'esclavage et du goulag, ça va de soi. Je vais vous parler de ce qui est la mort quotidienne à l'ère industrielle, au travail. Et qui ne sont pas les hécatombes qu'on vient d'évoquer. Non, mais enfin... Mais enfin, quand même. Alors, je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres dans cette pesée globale, et je vais vous expliquer pourquoi, mais je commencerai quand même par quelques chiffres. Depuis le début des rendez-vous de l'histoire, donc depuis 4 jours, 7 personnes en France sont mortes au travail. 7 personnes. 5 ouvriers du bâtiment, âgés de 30 à 65 ans, un agent EDF de 57 ans et un élagueur de 25 ans. Voilà, depuis 4 jours. Donc on meurt au travail, encore en 2021, y compris sur des temps très courts. Pourquoi l'impossibilité de donner des chiffres? En fait, impossibilité de donner des chiffres avant le début du XXe siècle, tout simplement parce qu'on ne compte pas. On ne compte pas la mort au travail. Ce n'est pas une question qui est posée véritablement. Il n'y a pas de catégorie identifiée comme telle pour comptabiliser. On déplore, et cela depuis bien plus longtemps que l'ère industrielle, on déplore en effet ce que le travail fait au corps, le travail qui abîme les corps, qui les use, qui les fatigue. Ce n'est pas la révolution industrielle, comme on l'a appelée, qui invente le risque au travail et la mort au travail, bien sûr. Ils existaient bien avant. Mais disons que l'industrialisation a exacerbé ces risques au travail. Elle les a accrus. Et puis, elle en a inventé de nouveaux, à la fois avec l'invention du machinisme, bien sûr, les machines qui vont scalper les femmes dont les cheveux se prennent dans les rouages, par exemple. Alors on leur demande d'attacher leurs cheveux en chignon, mais on a tous les jours dans la presse des cas de femmes qui se sont fait arracher la chevelure. Et puis, je dirais que les machines, donc je disais, et puis l'utilisation de plus en plus importante également de substances chimiques et donc de substances toxiques. Donc, la mort au travail, c'est, on pourrait dire, à l'ère industrielle, l'horizon presque quotidien, en fait, du travailleur ou de la travailleuse. On la décrit, on déplore des secteurs particulièrement dangereux, avec des observations qui restent assez impressionnistes. Donc il n'y a pas vraiment de pesée globale, c'est plus des observations individuelles ou à l'échelle locale, si vous voulez. Au XVIIIe siècle, par exemple, il y a pas mal de textes qui déplorent dans l'artisanat l'usage, par exemple, du mercure dans la chapellerie, qui sert à décoller les poils de la peau de lapin pour faire le chapeau, ou encore dans les manufactures de glace, par exemple, où là encore, on utilise de nombreux produits toxiques et qui usent littéralement les corps et qui font des ouvriers, des êtres qui errent en sortant du travail dans une situation physique absolument désastreuse. Alors, au XIXe siècle, à partir du début du XIXe siècle, c'est vrai qu'il y a un usage croissant de la chimie dans les procédés industriels. Donc, l'usage de plus en plus de produits dangereux, la soude, les acides, les poussières métalliques, la céruse, sur laquelle j'ai plus particulièrement travaillé. Et donc, vous voyez en effet
derrière alors, nous. Décrivez-nous Voilà. cette image. Une image alors qui est un peu largement postérieure à ce que je viens d'évoquer, puisqu'elle date de 1905. C'est une caricature, comme vous voyez, donc, qui est issue de l'Assiette au beurre, que vous connaissez certainement, grand journal satirique de la Belle Époque, et qui représente un ouvrier de la Céruse. Donc la Céruse, en 2 mots, c'est le blanc de plomb, donc un oxyde de plomb qui est utilisé pour fabriquer la peinture blanche qui va couvrir les murs intérieurs, extérieurs de tous les bâtiments, ou de la grande majorité des bâtiments dans des sociétés qui s'urbanisent et s'industrialisent en même temps de manière tout à fait massive. Donc elle est fabriquée dans des usines. Vous voyez ici un ouvrier dont vous voyez déjà le corps abîmé, vaguement recouvert d'une sorte de surtout, qui porte ces 2 seaux. Donc vous voyez le travail qui est manuel, on est en 1905, avec en effet une machine derrière, qui est cette espèce de cuve avec des rouages qui servent à remuer en quelque sorte le pigment en train de se décomposer par rapport à l'eau, peu importe le procédé. Et puis il porte cette espèce de masque de mort. Et la légende, je ne sais pas si vous arrivez à la lire depuis là où vous vous trouvez, Lisez la légende, oui. C'est donc, mais non, le blanc de Céruse, synonyme. Mais non, le blanc de Céruse n'est pas dangereux, il suffit de mettre un masque. Donc évidemment, vous lisez à la fois toute l'ironie de cette légende et en même temps ce qu'elle peut avoir comme résonance avec une situation plus récente que nous connaissons et que nous avons connue depuis quelque temps. Pardon, oui. On a une petite idée des gens qui ont pu mourir, du nombre de gens qui ont pu mourir de ce blanc de plomb? Pas du tout. Pas du tout. C'est ça. Pourquoi? Pour plein de raisons, en fait. D'abord parce que pour pouvoir désigner la maladie dont meurent les individus, il faut déjà identifier la maladie elle-même. Donc il faut déjà qu'il y ait, on va dire, une fabrication d'une catégorie nosographique de maladie, une maladie qui existe et qu'on puisse attribuer en quelque sorte à ces individus. Donc qu'ils soient inscrits tout simplement sur un certificat de décès. Et ça, c'est relativement long comme travail de fabrication en quelque sorte du savoir médical, si vous voulez. D'autre part, encore faudrait-il qu'on veuille les compter. Or, beaucoup de ces ouvriers qui travaillent dans ces usines de Céruse sont des ouvriers qui passent par les usines de Céruse et qui passent là parfois quelques jours, quelques semaines, qui s'en vont ensuite travailler dans d'autres usines. Donc, il est extrêmement compliqué avec ce nomadisme ouvrier, en fait, qui est celui de la France du 19e siècle, très largement, et puis d'autres pays, bien sûr, mais du 19e siècle industriel, on va dire, de suivre ces ouvriers et donc de pouvoir imputer à telle ou telle activité, en fait, leur état de santé, voire leur mort. Alors, il y a d'autres secteurs dans lesquels on arrive un petit peu mieux à évaluer, en tout cas des secteurs qui sont connus emblématiquement, on va dire, comme dangereux. Je pense évidemment aux mines, qui focalisent de manière très importante l'attention et la visibilité de cette mortalité, où on se tue véritablement à la tâche. Alors ce sont les grandes catastrophes retentissantes, on les connaît tous, et jusqu'à, on va dire, Courrières, qui est évidemment emblématique, 1099 morts en 1906, mais des petits Courrières, si je puis dire, il y en a tous les 2 ou 3 ans dans l'Europe du Nord-Ouest, dans les mines, mais aussi les inondations, le grisou, les incendies, etc. Donc les mines, bien sûr. Mais aussi d'autres activités comme par exemple le creusement des tunnels alpins. La prochaine fois que vous irez en Suisse ou en Italie, vous y penserez. Le percement du Saint-Gothard, par exemple, dans les années 1870, a causé directement la mort de 300 personnes. C'est-à-dire un mort tous les 10 jours sur le chantier du Saint-Gothard, sans compter les centaines de silicosés qui sont morts ensuite après quelques années, voire de nombreuses années après le chantier. Et puis des secteurs qui sont beaucoup moins visibles, beaucoup moins connus, et qui, par exemple, sont des secteurs dans lesquels on manipule des produits dangereux. Je pense, par exemple, à un secteur qui, cette fois, est très largement féminin dans la main-d'œuvre, qui est, par exemple, la fabrication des fleurs artificielles. Les fleurs artificielles pour décorer les cheveux, pour décorer les toilettes des femmes, qui connaissent une mode très très importante à partir des années 1850-60 et qui donne lieu à un travail essentiellement à domicile. Qu'est-ce qui est mortel dans la fleur artificielle? L'arsenic, qui est utilisé pour teindre en vert les feuilles et les fleurs, en fait, pas les fleurs, les feuilles et les tiges, de ces fleurs artificielles. Donc tout ça se fait dans un silence assez assourdissant. Il faut, en 1861, la mort d'une jeune ouvrière fleuriste, c'est comme ça qu'on les appelait, à Londres, une jeune ouvrière de 19 ans, qui meurt dans des souffrances absolument atroces en vomissant
bref, vomissant du verre. Tout cela est décrit de manière absolument terrifiante dans la presse britannique. Et du coup, la Ladies Sanitary Association, qui est une association très aristocratique de femmes britanniques qui s'intéressent justement à la condition ouvrière, amène ce sujet jusqu'à la Chambre des communes. Mais c'est un moment de visibilisation extrêmement réduit, extrêmement restreint par rapport au grand silence. Ce grand silence, si je puis juste encore avoir une minute sur cette question, le grand silence, c'est aussi celui des maladies. Et donc j'arrive, deuxième volet de votre question, mourir du travail. C'est-à-dire on ne meurt pas nécessairement sur le lieu de travail, mais on meurt du fait de son activité professionnelle. Donc c'est, on pourrait dire, l'épidémie silencieuse des maladies professionnelles, y compris dans des espaces très visibles, comme la mine, par exemple. La silicose. Donc, la silicose, oui, bien sûr. La silicose et d'autres types de maladies. La silicose, jamais véritablement comptabilisée avant sa reconnaissance comme maladie professionnelle en 1945 en France. Or, on évalue, c'est la sécurité sociale des mines qui l'évalue, et on sait que ce chiffre est très sous-évalué, à 40 000 morts entre 1946 et 1987, donc en 40 ans. C'est quand même des pesées globales qui pèsent lourd, même si on n'est pas dans les millions du goulag ou de l'esclavage. Donc, pas de statistiques publiques, donc évidemment... Et des statistiques très locales, très ponctuelles, donc évidemment une incapacité en fait à connaître véritablement cette pesée globale, et aussi parce que tout simplement on ne sait pas où au XIXe siècle et encore au début du XXe siècle, tant que les maladies ne sont pas considérées à déclaration obligatoire, on ne sait pas où chercher les malades. C'est-à-dire, est-ce qu'on va les chercher à l'hôpital par exemple, sauf que peu de gens vont volontairement à l'hôpital se faire soigner au XIXe siècle parce que l'hôpital charrie encore une réputation de lieu avec une certaine opprobre sociale, on va dire, un certain opprobre social. Donc, on va les chercher à l'hôpital, on en trouve, mais on ne les trouve pas tous. Donc, on va les chercher chez les médecins de ville, mais les médecins de ville n'en font pas le décompte. Et donc, finalement, on ne sait pas bien où aller chercher ces malades et on a énormément de mal à les trouver. Et puis, dernière chose pour la reconnaissance des maladies, c'est que par exemple, pour le saturnisme, donc, qui est l'intoxication au plomb, dont sont évidemment victimes les ouvriers que vous voyez ici, donc, qui travaillent dans ces nuages de poussière dans les usines de Céruse, mais aussi dans quantité d'autres secteurs. Et puis, bien sûr, les peintres en bâtiment qui utilisent cette céruse pour peindre les murs des maisons. Eh bien, le saturnisme est une maladie qui provoque en fait des symptômes mortels chez certains individus, pas chez tous. Et du coup, sur les certificats de décès sont portés la maladie ou le symptôme dont meurt en fait le malade, l'encéphalopathie, la crise néphrétique, une affection du rein ou une affection du système nerveux central, mais pas le terme de saturnisme. Alors bien sûr, le médecin sait que c'est un tableau saturnin, c'est-à-dire que c'est bien l'intoxication au plomb qui est responsable de ce décès, mais de fait, nous, on ne peut pas, quand on reprend les sources... Oui. Alors, ça dure pour le jusqu'à la saturnisme, Première Guerre mondiale. Voilà, un Oui, petit peu avant pour le saturnisme. Donc une espèce qui est... de résignation, ou en tout cas une résistance à l'identification de la mort du travail, la mort par le travail. Parce que lorsqu'il y a des accidents dans un tunnel, là, il n'y a pas de doute. Voilà, c'est ça qui fait l'énorme différence entre l'accident et la maladie, d'une certaine manière. L'accident, il est visible pour tout le monde. Il est un accident au sens propre. Il se passe quelque chose sur le lieu de travail. Donc, même si c'est quelque chose qui est finalement un petit accident et un micro-événement qui n'interrompt pas le processus industriel et qui n'interrompt pas les machines, il se passe quelque chose qui est visible par les autres dans l'atelier. Et donc, il y a une évidence. Pour la maladie, c'est évidemment beaucoup plus compliqué, enfin, surtout qu'elle intervient généralement beaucoup plus tard. Ça a pu toucher en France au 19e siècle, par exemple. Des en tout cas, de milliers, c'est très clair. Des dizaines de milliers. Bon, on est très loin, évidemment, des 2 millions, mais enfin, oui, il s'agit de dizaines de milliers. Alors, je reviens vers vous, Cécile Vidal, vers vos centaines de milliers, peut-être, de morts sur les plantations, alors évidemment sur un temps assez long, mais enfin, quand même, cette mortalité, peu importe, au bout du compte, sur 3 siècles, là, ça n'a pas tellement de sens d'ajouter de compter les millions. En revanche, si on se place à l'échelle d'une plantation, quand même, on est un maître. Vous disiez tout à l'heure, on tient des registres et on achète des esclaves, et un esclave, ça vaut cher. Donc, comment peut-on se résigner à voir détruire un bien qui a une certaine valeur? Alors, vous avez dit tout à l'heure, au fond,
plus ça vaut cher, moins on se résigne. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on aborde comment la société des planteurs gère-t-elle cette surmortalité effrayante? Alors, les esclaves sont en effet un capital et une source de main-d'œuvre qu'il s'agit de préserver. Et dans le domaine de la traite, c'est vrai qu'il va y avoir un effort pour diminuer les taux de mortalité lors du passage du milieu. Et de fait, il y a une diminution de ces taux entre le début du XVIIe siècle et le début du XIXe. Sur les plantations, le problème, c'est justement l'essor incroyable de la traite, la disponibilité de cette main-d'œuvre qui arrive en nombre toujours plus important à un prix relativement faible en comparaison du coût des autres travailleurs d'autres statuts ou d'autres origines. Et c'est en fait, c'est un calcul. Ça coûte moins cher de de les acheter que de les nourrir. Assez longtemps de les remplacer, en fait, et donc de les surexploiter. D'abord parce qu'un esclave, on peut l'exploiter sa vie durant. Son traitement demande un faible coût. Il produit des enfants qui vont eux-mêmes devenir esclaves, même si la natalité est faible. Donc leur coût d'achat est compensé. Et puis ils ne sont évidemment pas rémunérés. Et donc leur coût d'achat est compensé. Et donc il y a vraiment en fait un calcul. Et tant que la traite amène des esclaves en nombre suffisant et à un coût qui peut être acceptable, en fait, on a un système mortifère de surexploitation. Voilà. Mais dès que les circonstances démographiques et économiques changent, on se rend compte du calcul et de la responsabilité des planteurs, parce que quand ils ont besoin de préserver leur main-d'œuvre, tout de suite, la mortalité baisse. À quel moment baisse. Ça change? Par exemple, justement, je vais donner deux exemples. Entre 1740 et 1780, le prix des esclaves est multiplié par 2 dans les West Indies. Au milieu du XVIIIe siècle. Je pourrais pas. Là, j'ai pas de chiffre en tête. Et puis rapporté en plus à la monnaie de l'époque, etc. Mais leur prix double. Le prix réel double entre 1740 et 1780. Et là, on s'émeut de le voir mourir. On ne s'émeut pas, mais on va prendre des mesures. Et par exemple, en Jamaïque, on a recours à ce qu'on appelle les jobbing gangs, qui sont des équipes de 30 à 40 esclaves qui appartiennent à des blancs de la classe moyenne qui ont des esclaves mais pas de plantation. Et du coup, qui louent leurs esclaves. Et on loue ces esclaves-là pour faire en fait le travail le plus pénible, celui que je décrivais tout à l'heure, qui est le hauling, le fait de creuser en fait pour planter la canne. Et du coup, on choisit de préserver sa propre main-d'œuvre pour ne pas justement avoir à la remplacer en achetant de nouveaux esclaves. Et on fait faire le travail le plus dur à des esclaves qu'on loue. Et c'est un calcul, voilà. Aujourd'hui, on appellerait ça l'externalisation. Exactement. Et un autre exemple qui montre ce calcul et la manière dont on réduit la pression, la dureté en fait des conditions de travail quand c'est nécessaire, c'est le cas de la Barbade, qui est une petite île qui a été très précocement exploitée et qui, parce qu'elle est très petite, en plus il n'est pas possible d'étendre les plantations. Et donc très rapidement, à la fin du XVIIIe siècle, les terres commencent à être lessivées, moins productives, et donc on ne fait pas les mêmes bénéfices, et donc on ne peut pas dépenser le même argent en remplaçant les esclaves, et ça va avoir un coût. Du coup, les esclaves vont être mieux traités, les populations serviles se créoliser, et en conséquence, c'est la seule colonie sucrière qui connaît un taux d'accroissement naturel positif à partir des années 1810. Donc ça dit absolument quelque chose. Donc ça me paraît extrêmement important. Alors vous dites important. On ne s'émeut pas, mais comment on réagit alors Alors, il faut bien comprendre qu'il y a une rationalité économique dans ce traitement mortifère. Il y a aussi une assise idéologique qui relève de 2 facteurs, la conception de l'esclavage et le fait que cet esclavage dans les Amériques se racialise. La conception de l'esclavage, c'est que même si ces esclaves sont achetés à des marchands et des souverains africains, on se rappelle qu'ils ont été capturés à la guerre. Et en fait, le lien entre guerre et esclavage est une manière de le légitimer, parce que ce sont des prisonniers de guerre à qui on laisse la vie sauve. Et en contrepartie de ce don de la vie, on doit en quelque sorte une relation exclusive au maître, d'où l'idée de mort sociale, c'est-à-dire que l'esclave est privé et hors du système de parenté. Alors évidemment, ils ont des familles, mais potentiellement, à tout moment, ils peuvent être vendus,
voire tués, indépendamment des attaches familiales. Et donc ça, c'est une première raison, c'est ce lien entre guerre, esclavage et mort physique et mort sociale. Et puis, dans le cas américain, l'esclavage, il est toujours, en fait, il infériorise et altérise en quelque sorte, donc il met en avant l'altérité des esclaves. Normalement, c'est la religion, l'ethnicité. Dans le cas américain, c'est la race. Et ce processus de racialisation ajoute en quelque sorte et fait que la vie des esclaves, même si l'esclavage, le système atlantique d'esclavage n'a pas pour objectif d'exterminer les esclaves, de fait, leur vie est considérée comme négligeable et dispensable. Mais on ne met pas en cause l'esclavage lui-même. On ne met pas en cause le système lui-même sous prétexte qu'il serait spécialement mortifère. Alors, on va commencer à le faire précisément dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que pendant des siècles, des millénaires, on n'a pas remis en cause l'esclavage. Et se produit une révolution abolitionniste en relation justement avec le caractère massif industriel pris par la traite entre 1750 et 1825. 5 800 000 esclaves sont déportés aux Amériques. C'est presque la moitié en fait, des 12,5 millions. Donc tout d'un coup, en un temps très court, des sociétés esclavagistes se forment avec 90% d'esclaves. Saint-Domingue, c'est 500 000 esclaves sur un petit territoire, 30 000 blancs, 30 000 libres de couleur. Donc c'est des situations absolument explosives. La population libre de couleur qui augmente, donc la question des barrières raciales qui se posent de manière de plus en plus importante. Et puis cette mortalité, enfin je veux dire ce phénomène faramineux. Et ça va nourrir cette surmortalité, cette violence, ça va être les arguments principaux des abolitionnistes qui commencent à lutter pour l'abolition de la traite et de l'esclavage dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Donc là, on pourrait dire que c'est une réaction morale quand même. Absolument, morale, oui. Religieuse, aussi économique, parce qu'il y a aussi des arguments à l'abolition, et Adam Smith qui met en avant le coût du travail servile en comparaison du coût du travail libre, mais c'est aussi beaucoup à l'origine des arguments moraux et religieux. Mais la première réaction des autorités et des planteurs ne va pas être de résister à l'abolition, mais va être d'essayer de réformer l'esclavage pour en faire quelque chose de soi-disant plus humain, acceptable, et notamment d'augmenter les taux de natalité et de réduire la mortalité, avec l'idée qu'il faut que les populations se créolisent. Et par exemple, il y a dans le cadre de ce débat, notamment en Angleterre, il y a une des premières grandes enquêtes d'État qui est ordonnée par le roi George III et qui donne lieu en fait à l'audition d'une centaine de personnes, le recueil de milliers de documents et la rédaction d'un rapport de 900 pages qui sera publié en 1789, dont le sujet principal justement c'est la question de la traite et l'esclavage, mais la question de la mortalité au sein de... voilà. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on prend des mesures d'ailleurs pour réguler l'entassement à bord des navires de traite, mais aussi pour tenir des registres de mortalité à bord des navires de traite et connaître les causes de cette mortalité. Donc ça, c'est un... Bien. Alors, oui, on peut... Je rajouterais aussi qu'une autre raison, c'est que parallèlement, il y a une multiplication des révoltes d'esclaves. Et les planteurs ont le sentiment que les esclaves créoles sont moins rebelles que les Africains, parce qu'ils seraient moins sauvages. Et donc, c'est une autre raison de leur soutien, parfois, à ces politiques d'amélioration, c'est-à-dire de réforme de l'esclavage. Mais enfin, la mortalité, quand même un sursaut face à ces hécatombes absolument considérables. Dans le cadre, oui, et je rajoute juste, dans le cadre, en effet, il faut le cadre intellectuel et politique derrière justement cette indignation devant cette mortalité, c'est l'humanitarisme qui se développe et qui donnera lieu à la formulation des droits de l'homme, des droits humains. Alors, Nicolas Werth, est-ce qu'on a ce même sursaut est-ce qu'on a cette condamnation, cette réaction face à la mortalité dans le cadre du goulag soviétique? Oui, à partir du moment, bien sûr, où la main-d'œuvre goulagienne diminue. Alors, il y a une contradiction absolument majeure, au fond, dans ce système, entre la finalité répressive et la finalité économique, puisque, au fond, il y a des campagnes répressives qui amènent beaucoup de gens au goulag. Par exemple, 1937-1938, moment de la Grande Terreur, 1 200 000
détenus arrivent au goulag. Le résultat d'afflux majeur, c'est que ça désorganise la production. Et donc, vous voyez, cette contradiction majeure, ça arrivait plusieurs fois dans le système. Et donc, il faut ajuster. Comment est-ce qu'on ajuste? Eh bien, il y a donc une explosion de mortalité quand il y a un afflux trop grand de gens, une diminution de la production, et donc il y a une sorte de régulation qui se fait naturellement, si on peut dire. Voilà. Mais après la guerre, quand il y a eu vraiment une grande saignée, puisque au fond, à peu près la moitié de la mortalité totale de la période stalinienne dans les camps intervient pendant les années de guerre, c'est-à-dire à peu près 1 million sur les 2 millions, mais 1 million concentré en 4 années, entre 41 et 44 ou 42, 45. Voilà, et donc à partir de ce moment-là, on va essayer d'économiser et donc cette main-d'œuvre, on va essayer de mieux la nourrir. J'ai retrouvé par exemple un extraordinaire compte-rendu, une réunion des chefs du goulag en mai 45. Ils disent ah, c'est chic, maintenant on est arrivé à un étiage, on n'est plus qu'à 1 300 000 et on va pouvoir faire du bon travail économique parce que voilà. Et donc le problème, c'est que 46, 47, 48, il y a un afflux de nouveaux parce qu'il y a une politique répressive. Des lois hyper répressives votées pour lutter contre les petits vols, les petits chapardages faits dans une situation de misère par des kolkhosiens, par des ouvriers, des veuves de guerre, etc., et qui sont condamnés. Donc on voit affluer des centaines de milliers de citoyens ordinaires condamnés à de lourdes peines de camp au titre d'une loi hyper répressive de juin 47. Voilà, donc il y a toujours cette question d'ajuster au fond le système. Et à partir du début des années 50, on se rend bien compte d'ailleurs dans les milieux répressifs que c'est un système qui, au fond, n'est pas du tout productif. Et donc, au plus haut niveau, on va réfléchir sur la manière de procéder à des libérations anticipées, mais à condition que les gens restent travailler sur place en tant que travailleurs libres. Donc on va les payer. On va les payer, on va même les libérer. On va les libérer avant terme, pas les politiques, mais les droits communs, enfin ce qu'on appelle les droits communs, à vrai dire, ce sont, je dis, des citoyens ordinaires qui sont tombés après un petit délit criminalisé, donc qui prennent 5, 6, 7 ans de camp pour avoir volé quelques pommes de terre ou quelques pommes dans les vergers ou les champs du kolkhoz parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ne sont pas payés, etc. etc. Et donc, on se rend compte qu'il faut quand même, il y a 400 000 personnes qui encadrent ces 2 700 000 détenus à un moment X, à l'apogée du goulag, ils sont 2 700 000 dans les camps, parce que quand je parle de 20 millions, c'est les flux. Donc, plus les 2 700 000 déportés qu'il faut aussi surveiller, et ça fait 400 000 personnes qui coûtent cher, enfin des gardes, même s'ils sont très mal payés. Et donc, on va commencer à libérer les gens de manière anticipée, mais le problème, c'est qu'il faut de la main-d'œuvre dans ces régions où personne ne va aller de son propre gré. Et donc, il faut les maintenir. Il faut maintenir sur place. Et donc, il y a d'ailleurs dans le système du goulag, en plus, très souvent une double peine. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a purgé ces 7, 8, 9 ans de camp, on est assigné à résidence avec un statut d'assigné à résidence, exilé sur place. Parce que le grand souci des autorités, c'est de maintenir la main-d'œuvre. Qui c'est qui va aller exploiter les mines d'or de la Colima si il n'y a plus de détenus? Donc, on va forcer les gens à rester sur place. Ça, c'est une des spécificités du système. Et ce qui explique aussi, c'est que aussitôt, 3 semaines après la mort de Staline, Beria, donc le grand ordonnateur, chef du ministère de la Sécurité d'État, donc celui qui chapeaute le goulag, va ordonner une amnistie générale. Et il y a 1 300 000, la moitié des détenus du goulag qui sortent en quelques mois.
parce que tout simplement c'est une main-d'œuvre superflue. Mais enfin, ça n'est pas, pour revenir sur le moment du camp de travail et de ce besoin de main-d'œuvre, mais d'une main-d'œuvre dont on ne prend pas soin. C'est ça qui reste quand même un problème difficile à comprendre. C'est qu'il y a une espèce de gestion rationnelle de la mortalité, quand même. Oui, il y a une gestion rationnelle. On sait, enfin, on planifie au fond. Apparemment rationnelle. Oui, on planifie, on dit, voilà, il y a tel pourcentage qui est acceptable de perte. Et le pourcentage acceptable de perte, ça peut écoutez, aller ça va dépendre des années, c'est en fonction des flux. Ça peut aller jusqu'à, vous disiez tout à l'heure... Alors ça, c'est 22%, 22%, 42%. Ça, c'est acceptable si c'est renouvelé. Si c'est renouvelé, oui. Enfin bon, là, c'est 20-22% des années de guerre. C'est un tel chaos qu'en fait, on ne contrôle pas. Mais en temps normal, il y a un volant qui est acceptable et ce volant dépend des flux d'arrivée et aussi des plans de production, car il faut bien comprendre qu'au fond, le goulag est une partie de l'économie nationale. C'est 60% de la production d'or, c'est 12% de la production de charbon, 15% de celle du bois, etc. Mais il y a une prise de conscience progressive du fait que ce sont des hommes et des femmes dans la force de l'âge. Quand on parle du goulag, il faut savoir qu'il y a à peu près 20% de femmes au goulag. Donc des hommes et des femmes dans la force de l'âge qui ne travaillent très mal, enfin très peu, la productivité est ridicule, et qui meurent en plus. Donc c'est un gâchis. Mais si vous voulez, mais le scandale, c'est le gâchis. Le scandale et le gâchis, évidemment. Mais ça, c'est une prise de conscience tardive. Et même ça, c'est tardif. Alors, Judith Treynor, est-ce que vous allez nous redonner un petit peu le moral sur l'humanité? Alors, plaçons-nous à la fin du 19e siècle, au début du 20e, autour de la Première Guerre mondiale. Comment le scandale, alors vous nous disiez tout à l'heure qu'il est extrêmement difficile dans ces sociétés industrielles naissantes d'identifier la mort par le travail dans la mesure où c'est une mort par la maladie. À quel moment, quand même, est-ce que ça va faire scandale, ou en tout cas, est-ce qu'on va en prendre conscience? Et qui va aider à cette prise de conscience? Les médecins, les juristes, les politiques, les ouvriers eux-mêmes? Comment est-ce que ça émerge? Alors, en fait, on ne peut pas dessiner une chronologie qui soit linéaire et qui aille vers une prise de conscience. C'est-à-dire que c'est très... l'attention portée à la mortalité au travail, qu'elle soit au travail ou du travail, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, elle a toujours existé, en fait. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment des moments qui peuvent durer quelques années ou quelques décennies, pendant lesquels on s'intéresse à ces questions-là, on les met en visibilité, en quelque sorte, et puis des moments, au contraire, où il y a une sorte de voile opaque qui se pose sur ces questions et où on n'en parle plus du tout. Et c'est lié à quoi? Alors, c'est lié à quoi? C'est tout un ensemble de conditions, évidemment, qu'on pourrait, disons, je vais pas les égrener toutes, bien sûr, mais qu'on pourrait réunir, en quelque sorte, sous un terme que j'emprunte à une historienne canadienne qui s'appelle Michelle Murphy, qu'elle appelle le régime d'imperceptibilité, ou de perceptibilité, évidemment, à l'inverse. C'est-à-dire une conjonction de conditions qui font que par moment, on s'intéresse à cette question de la souffrance au travail ou de la mort au travail, et par moment, on ne s'y intéresse pas du tout. Alors, d'abord, je voudrais dire que la question des accidents ou des catastrophes, elle provoque le scandale, et je dirais de tout temps, encore une fois, si on peut dire ça en histoire. Mais disons, en prenant quelques la mort exemples est visible, comme ça. Voilà, oui, exactement. Oui, l'explosion de la poudrerie de Grenelle dans ce qui est alors la banlieue parisienne en 1794, environ 1 million de morts, ça crée de fait un scandale avec des demandes de réparation de la part des familles, une intervention du comité de salut public, etc. Si je prends d'autres exemples comme ça, j'ai parlé tout à l'heure de Courrières, évidemment, en 1906. Énorme scandale, au sens où énorme publicisation, en fait, de cette question. Il y a des cartes postales qui sont imprimées et qui circulent dans toute la France. De l'autre côté de la frontière, en Belgique, 1956, le coup de Grison à Marcinelle, de la même manière, provoque évidemment une sorte d'émotion massive de l'opinion. Donc on ne peut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à cette question, surtout quand la mort de masse, évidemment, frappe et que
du coup, elle est extrêmement inquiétante et qu'elle provoque l'émotion. En Grande-Bretagne, par exemple, c'est bien souvent après des accidents miniers meurtriers que des enquêtes sont menées. C'est le cas, par exemple, en 1842, après une série de catastrophes minières. Il y a un certain nombre d'enquêtes qui sont menées dans les espaces miniers, en Écosse, au Pays de Galles et en Angleterre. Et ça aboutit, en fait, à là une prise de conscience publique, au sens un dévoilement en fait d'informations qui circulaient assez peu auparavant et qui donne lieu à une législation à partir de 1842 justement. En Grande-Bretagne, on instaure un inspecteur des mines qui va être chargé d'inspecter les mines de Sa Majesté et d'essayer de diminuer la mortalité. Alors, je voudrais juste rebondir sur ce que Cécile Vidal disait tout à l'heure, c'est-à-dire, vous disiez, on cherche pas à arrêter le système, on cherche à le réformer pour le rendre acceptable. Ben, c'est exactement la même chose au XIXe siècle et même au XXe siècle, en fait, dans le cadre de la santé au travail industriel. On ne cherche pas à arrêter le système, on l'encourage, voire on essaye de le réformer pour qu'il puisse durer, pour qu'il puisse se pérenniser. Donc c'est bien davantage ce phénomène-là, et là je ne sais pas si ça peut permettre de faire des liens, mais disons que c'est vrai que ce que l'on voit très clairement, et donc je prendrai l'exemple du saturnisme professionnel par exemple, puisque c'est celui sur lequel j'ai publié cet ouvrage, mais c'est vrai que ce que l'on constate, c'est qu'il y a des moments, alors à quoi sont dus ces moments ? Par exemple, dans les années 1845-1850, donc c'est un temps extrêmement court, une petite fenêtre de 5-6 ans, et déposer un brevet d'invention d'un produit de substitution de ce produit toxique. Donc là, tout d'un coup, ça crée des nouvelles conditions, tout à fait différentes, puisqu'il existe un produit de substitution qui n'est pas nocif. Alors du coup, évidemment, le produit nocif est mis en danger dans son existence. On va donc faire des enquêtes, essayer de vraiment s'interroger pour savoir si effectivement ce produit de substitution n'est pas dangereux. Est-ce qu'on pourrait penser que peut-être il est quand même dangereux ? Donc il y a différentes études qui sont menées, y compris d'ailleurs par l'industrie mortifère elle-même, pour essayer de comprendre si ce produit de substitution est véritablement dangereux pour elle, c'est-à-dire qu'il est inoffensif pour la santé humaine. Et donc, en fait, il y a 5-6 années où on s'intéresse énormément à cette question. Dans les journaux, je dirais, de la presse générale, on parle de cette question. Donc, c'est une question qui est largement travaillée dans l'opinion publique. Et les ouvriers, dans la presse ouvrière, par exemple, l'Atelier, dans le journal ouvrier, dans les années 1840, prend position sur cette question. L'inventeur du produit reçoit la Légion d'honneur, etc. Donc il y a vraiment un moment de cristallisation. Et puis, pour des raisons nombreuses, à partir du début des années 1850, on retombe dans l'opacité. Alors pourquoi ? D'abord parce qu'il y a un vrai travail, on peut dire, de ce qu'on appellerait aujourd'hui un lobbying industriel, de la part, évidemment, du secteur qui est mis en danger, de ce secteur du blanc de plomb, et qui va travailler, en quelque sorte, à mettre en doute la possibilité de la substitution, qui va même travailler à accréditer l'idée que son propre procédé n'est pas si dangereux que cela, et que finalement, il n'est pas plus dangereux qu'un risque acceptable, c'est-à-dire ce qu'on appelle les risques du métier. Et l'expression dit bien ce qu'elle veut dire. Donc, ce secteur industriel va véritablement travailler, par exemple, en inventant de nouvelles machines pour essayer de diminuer la mortalité. Donc, par exemple, des machines dans lesquelles on va secouer le blanc de plomb au lieu de cette cuve que vous voyez. Avant, on avait inventé des machines pour 50 ans plus tôt pour essayer de diminuer l'empoussièrement en fait, des ateliers. Et donc, publiciser cette idée que l'industriel se creuse la tête, dépense de l'argent pour inventer de nouveaux procédés industriels pour réduire la mortalité, c'est aussi d'une certaine manière montrer qu'il y a chez les patrons d'industrie un vrai souci de préserver la main-d'œuvre. Et puis, vous voyez, 50 ans plus tard, on est revenu à des procédés beaucoup plus simples parce qu'en fait, ces machines ne servaient à rien du tout et elles ne diminuaient pas la mortalité dans les ateliers. Donc il y a à la fois ça et puis à la fois, je dirais donc le travail de fabrication d'une certaine ignorance scientifique de la part des industriels. Et puis, il y a aussi ce qui est beaucoup plus difficile à saisir, c'est-à-dire la capacité qu'a la société d'accepter le risque, en fait, d'accepter que le risque fait partie du travail industriel. Et donc ça, c'est évidemment compliqué parce que ça charrie énormément de discours, y compris par exemple sur la négligence ouvrière, sur le fait que les ouvriers ne portent pas le masque alors qu'on le leur fournit, sur le fait que l'ouvrier a une aversion instinctive pour le masque, on peut lire. Et
Cette citation que je vous donne tout de suite date de 1929, donc elle n'est pas si ancienne que ça. Et donc, si vous voulez, une imputation aussi aux ouvriers eux-mêmes qui prendraient des risques, qui ne se protégeraient pas tel qu'ils devraient le faire, etc. Et les médecins ont joué un rôle Alors, important. les médecins, voilà, dans les mobilisations qui permettent précisément à certains moments de faire sortir de l'opacité ces questions-là, il y a un certain nombre d'acteurs. Donc, parmi ces acteurs, bien entendu, il y a les médecins. C'est pas bien entendu, d'ailleurs, je retire tout de suite ce que j'ai dit, et surtout, pas les médecins, mais des médecins. Quelques médecins, qui sont extrêmement minoritaires dans l'ensemble du corps médical. Quelques médecins, en effet, qui attirent l'attention sur ces questions-là. Qui ne sont pas d'ailleurs exempts des discours hygiénistes que j'ai évoqués tout à l'heure, de culpabilisation, on va dire, des ouvriers, mais qui cherchent effectivement à mettre au jour. J'en prendrai un exemple, Justin Balland, qui est un gynécologue à la toute fin du 19e siècle et qui va visiter des ateliers de typographie à Paris, où travaillent beaucoup des femmes qui sont ce qu'on appelle des compositrices en typographie, c'est-à-dire qu'elles utilisent des petites lettrines de plomb qui sont dans des casiers pour fabriquer, en fait, composer la page qui sera ensuite imprimée. Beaucoup de femmes donc, qui travaillent dans ces poussières de plomb, parce que toutes ces lettrines sont faites en plomb. Et en fait, il fait, en tant que médecin, il fait l'anamnèse, c'est-à-dire qu'il demande à ces femmes de raconter leur vie, et en l'occurrence, ce qu'il veut montrer, lui, enfin ce qu'il recherche, c'est d'essayer de comprendre le lien entre la fréquentation du plomb et les problèmes de reproduction humaine. Et de fait, on sait aujourd'hui que le plomb est un reprotoxique, comme on l'appelle, c'est-à-dire un poison pour la reproduction humaine. Et donc, il leur demande de raconter leur histoire de grossesse. Et là, c'est absolument effrayant. C'est-à-dire qu'ils racontent des histoires de femmes qui ont 40 ans, qui ont connu 20, 25 grossesses, et qui, sur les 20 ou 25 grossesses, parfois un peu moins, 11, 12, mais enfin un nombre considérable, seulement, je vous passe le détail de tous les récits, donc de cette litanie de ces morts à répétition, ont pas plus de 20% de ces grossesses qui arrivent à terme avec des enfants qui ne sont pas morts-nés et qui, encore une fois, pour certains, ces enfants qui naissent finalement vivants meurent dans la première année de vie, bien sûr à cause d'une mortalité infantile générale, mais aussi parce que ce sont des enfants nés de mères saturnines. Donc il y a des médecins, évidemment, mais les médecins ne sont pas seuls. Il y a beaucoup d'autres acteurs. Et alors, ce qui change dans les années 1900 et à la veille de la Première Guerre mondiale, c'est précisément dans ce régime de perceptibilité, on pourrait dire, de la question, c'est aussi une conjonction, justement, et une rencontre d'acteurs. Et parmi ces acteurs, il y a aussi, par exemple, des syndicalistes, il y a aussi des écrivains prolétariens, par exemple les frères Bonnef, Maurice et Léon Bonnef, qui écrivent dans l'Humanité et qui publient des petites chroniques et également des volumes, 2 volumes, Les métiers qui tuent et La vie tragique des travailleurs dans les années 1900, qui vont dénoncer véritablement ces conditions de mort au travail et qu'ils considèrent comme quasi générales en fait, du système industriel, précisément parce qu'on ne remet pas en cause le système, mais on cherche à l'adapter pour le rendre socialement acceptable en quelque sorte. Merci. Alors, comment est-ce qu'on sort de tout ça, Cécile Vidal? Est-ce que l'abolition de l'esclavage, les abolitions de la traite d'abord, au début du 19e siècle, puis de l'esclavage en Angleterre, en France, vont mettre fin à cette mortalité effrayante? On a beaucoup entendu ici aussi à Blois depuis 2 jours Alessandro Stanziani, par exemple, qui nous a parler des multiples formes du travail contraint. Est-ce que, en sortant de l'esclavage proprement dit, on sort de cette surmortalité considérable? Non, mais avant de parler justement de la question de l'abolition, même avant en fait l'abolition, je voudrais évoquer quelque chose dont on n'a peut-être pas parlé, c'est la question dont les esclaves qui sont soumis à cette mortalité, la manière dont ils réagissent. Parce que c'est vraiment très important, la question le thème de la résistance en fait dans les études sur l'esclavage est central. Très souvent, on l'associe à la question de la recherche de la liberté. Mais en fait, les esclaves cherchent d'abord à survivre, justement. Et ils le font de multiples façons. Et je donnerai 3 exemples. La question du régime alimentaire. C'est-à-dire que le travail, justement, face à cette sous-alimentation chronique, tout le travail pour produire, voler, échanger de la nourriture. Autre exemple de résistance, le mode de résistance le plus courant, c'est la fuite. Or, quand on étudie le petit marronnage, donc les fuites de quelques jours, il y a une coïncidence souvent entre le moment de la récolte et la fuite.
on part quelques jours pour se préserver justement, pour reprendre ses forces avant d'avoir à être soumis à nouveau à ces cadences de travail infernales. Et puis il y a la révolte aussi. Il y a des études sur les circonstances qui poussent les esclaves à la révolte. Là, quand il manque de nourriture, c'est une puissante raison pour se révolter, donc toujours la question de la survie. Une autre, et on a au début du 19e, à La Réunion, en Louisiane et dans d'autres endroits, toute une série de révoltes qui sont liées à la mise en place d'une économie de plantation sucrière, alors qu'il n'y avait pas de plantation ou qu'il y avait d'autres plantes cultivées. Et les esclaves savent très bien que c'est un nouveau système beaucoup plus mortifère. Et immédiatement, il y a de très grandes révoltes. Justement, la mise en place de quelque chose qui met en cause la vie, en fait, suscite des réactions et ces explosions de violence. Donc ça, c'est... On se révolte pour ne pas mourir. Exactement, d'une certaine façon. Et même si souvent, l'issue de la révolte et la répression est mortifère et la plupart ne réussissent pas. Donc voilà. Et ensuite, au moment de l'abolition, alors même avant en fait l'abolition, les Amériques, c'est l'esclavage des Amérindiens et des Africains, mais c'est aussi de multiples autres formes de travail forcé imposées aux Européens, l'engagisme, la servitude pénale, ou aux Amérindiens, l'encomienda, le repartimiento et d'autres formes de travail forcé. Et ces formes de travail forcé sont aussi mortifères. Autant, oui, vous diriez, là on ne va pas se lancer là-dedans, on n'aura pas le temps, mais il n'y a pas une énorme différence. Alors, si, quand même. D'abord, c'est difficile parce qu'on n'a pas toujours, on peut pas chiffrer. La même époque, oui. mais même à la période moderne. Oui, par exemple, la MITA, c'est ce système de prélèvement obligatoire d'un pourcentage de travailleurs dans les communautés amérindiennes autour de la mine de Potosi en Bolivie, et qui ponctionne sur 17 provinces, en fait 12 000, 14 000 travailleurs chaque année qui vont travailler à Potosi. Et le travail dans la mine avec tout un effort de maximisation du temps de travail, donc crée une surmortalité et des retours impossibles justement dans les communautés amérindiennes. Donc la surmortalité des autres formes, dans l'engagisme, il y a une surmortalité des engagés d'origine européenne en raison du régime de travail et puis des conditions sanitaires, épidémiques, etc. Également. Et évidemment, donc, non seulement il y a une coïncidence entre l'esclavage et d'autres formes de travail forcé, mais l'abolition de l'esclavage va être suivie par la mise en place d'autres formes de travail forcé. Donc, ce n'est pas un travail libre. En Afrique, bien entendu, oui. En Amérique aussi. En Afrique, la corvée, le travail forcé, mais aussi d'autres formes d'engagisme. On fait venir des travailleurs sous contrat d'Afrique, d'Inde, de Chine, vers la Caraïbe, vers certains pays d'Amérique latine. Et là, en effet, les conditions de passage restent en fait mortifères et les conditions de travail sur les plantations restent aussi... mais il y a des travaux qui comparent précisément, par exemple, les voyages de traite des esclaves et de ceux des engagés. Et en revanche, il y a quand même des taux beaucoup plus importants pour les esclaves. Donc il y a quand même des différences, même si ces formes de travail forcé demeurent mortifères et imposent des prélèvements inacceptables. Le goulag, lui, a pris fin brusquement. À la mort de Staline, on peut considérer... Oui, on peut considérer qu'il a pris fin. Enfin, c'est une fin en quelques années. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, bien sûr, les colonies pénitentiaires subsistent, mais il y a de moins en moins de politique, il reste des droits communs que je mettrai entre guillemets, parce qu'encore une fois, il y a bien sûr... Il faut savoir qu'au Goulag, il y avait par exemple 10% de vrais droits communs, comme dans toute société, à peu près 20% de gens condamnés sur l'article 58 du Code pénal, donc pour des délits contre-révolutionnaires, on peut dire des politiques, et 70%, c'est-à-dire la grande majorité de citoyens ordinaires condamnés par une législation qui criminalise toute une série de comportements sociaux. Par exemple, vous abandonnez votre poste de travail ou votre usine pour essayer de trouver un emploi un peu meilleur. Ça s'appelle la désertion du travail, c'est 5 ans de goulag. Vous revendez des produits déficitaires.
ça s'appelle la spéculation, c'est 7 ans, etc., etc. Le petit vol entre 5 et 7 ans de camp, etc. Mais je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez sur les formes de résistance et puis sur comment est-ce qu'on pouvait survivre à ça. Au Goulag, c'est simple, il y avait toute une série de planques, en fait. Donc les gens... parce qu'au fond, l'équation mortifère qui est, vous avez 600 grammes de pain noir au lieu de 300 si vous remplissez la norme à 110%, c'est totalement illusoire, parce que l'effort que vous allez supplémentaire pour essayer d'avoir les 110% de la norme prennent beaucoup plus d'énergie et de calories que les 200 ou 300 grammes de pain noir que vous allez avoir en plus. Plus une lavasse un peu avec des bouts de hareng qui flottent, alors que dans l'autre, c'est une lavasse sans bout de hareng. Bon. Donc, si vous voulez, la première chose qu'apprend le détenu en arrivant au Goulag, c'est l'inanité de courir après ce qu'il appelle la grosse galette. Et le dicton au Goulag dit, ce n'est pas la grosse galette, c'est pas la petite galette qui tue, c'est la grosse. C'est-à-dire, si on essaye de courir après la norme, on va s'épuiser plus vite. Donc, il y a une manière de s'en sortir. La rationalité était des deux côtés, quand même. Oui, absolument. Donc, ce qu'on va essayer, et tous les récits de survie des survivants du Goulag, c'est des planques. On va essayer de se trouver une planque. On va essayer de travailler dans un atelier au chaud. On va essayer de travailler dans une infirmerie. C'est comme ça que les grands écrivains s'en sont sortis. Chalamov, parce qu'il a pu bénéficier d'une planque comme aide-médecin pendant plusieurs années dans un hôpital du camp, parce qu'il faut savoir que dans le camp, il y avait aussi des infirmeries, des hôpitaux où les crevards étaient mis et ils pouvaient s'en sortir. Tout dépend à quel stade vous étiez. Voilà. Chaque détenu essaye de travailler le moins possible et de se trouver, si possible, une planque. Ne pas travailler à la mine, mais travailler dans un atelier, etc. C'est une solution de survie. En ce qui concerne les résistances, oui, il y a eu des révoltes, il y a eu des émeutes, mais surtout, il faut dire, juste au moment, à la fin du Goulag, quand les politiques ont été exclus de l'amnistie, ce sont les grandes révoltes de 53, 54, 55, 56, écrasées dans le sang, évidemment, à Norilsk, à Vorkuta, etc. Alors, pour la fin du Goulag, oui, est-ce qu'après, c'est encore le Goulag? À partir du moment où l'équation mortifère, nourriture en fonction du travail fourni disparaît quelque part à partir du milieu des années 50, on entre dans un régime différent qui est celui d'une colonie pénitentiaire où l'on travaille encore, mais ce ne sont plus des travaux aussi durs et on peut dire que les camps ne sont plus une part importante de l'économie nationale. Et donc, c'est vrai que dans la deuxième moitié des années 50, lorsqu'on voulait, par exemple, construire encore des grands combinats de chimie ou de pétrochimie en Sibérie occidentale, on manquait de main-d'œuvre, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait des détenus des colonies pénitentiaires. Ils étaient correctement nourris, mais c'était, disons, du travail quand même forcé. Mais la mortalité était moindre. La mortalité était beaucoup moindre, voilà. Mais globalement, on peut dire que à partir des années 60, c'est un régime pénitentiaire où les gens travaillent comme on travaille à des travaux légers dans beaucoup de prisons du monde pour se supplémenter. La fameuse, pour cantiner, comme on dit, pour avoir un petit supplément et peut-être aussi pour s'occuper. Mais ce n'est plus on est sorti d'un système de régulation par la mortalité, Absolument. De régulation de la main-d'œuvre par la mortalité. Tout à fait. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ce qui reste l'héritage le plus évident du Goulag, c'est, je dirais, la dureté de la sanction pénale. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, quelqu'un qui, même mineur, va voler
quelque chose dans un supermarché, il ne se prend pas des années, mais il se prend quand même de la prison ferme. Et donc, on a un taux d'incarcération aujourd'hui qui est à peu près 4 à 5 fois supérieur à celui de la France. C'est-à-dire qu'on a en permanence un volant d'environ 400 à 500 000 personnes incarcérées dans le régime pénitentiaire. Oui. Mais attention, c'est un taux moindre qu'aux États-Unis, sans parler de la Chine. Hein, mais bien voilà, sûr, ça c'est une autre question. Là, on sort du sujet de mourir. Sur la mortalité. Vraiment. Judith, alors, comment on est sorti, où est-ce qu'on est sorti, comment est-ce qu'on gère, disons, depuis le XXe siècle, depuis un siècle maintenant, dans nos sociétés démocratiques, cette surmortalité au travail et oui, est-ce qu'on y fait face, enfin, comment est-ce qu'on la conçoit aujourd'hui? Au risque de vous décevoir, on n'en sort pas. Non, on n'en sort pas. Et je dirais... On a fait des lois. Voilà, on a fait des lois. Alors, toute la question, c'est est-ce qu'on en sort grâce aux lois, finalement, hein. Bien sûr, il y a un moment qui est important pour l'histoire de France, mais qui, je dirais, qui correspond de toute façon à un moment important dans... au moins l'Europe de l'Ouest en tout cas, qui est le moment qui précède la Première Guerre mondiale, hein, globalement, toute fin du 19e jusqu'aux années 14 ou vaguement juste après la Première Guerre mondiale, même si ce n'est qu'un rejeu en fait de la période précédente. Cette période, c'est un moment qu'on a appelé le moment 1900, voilà, pour le désigner autour de cette année charnière. Et c'est un moment où justement on fabrique des lois pour essayer de faire face à ce qui apparaît de plus en plus, pour les raisons de régime de perceptibilité que j'ai évoqué tout à l'heure, comme un scandale, comme quelque chose d'intolérable. Oui. Voilà, exactement. C'est-à-dire que tout simplement, les frontières de ce que la société accepte sont un peu déplacées. Les frontières de l'acceptation sociale, de l'intolérable pour la société, se sont un peu déplacées. Et donc, ce sont pour la France les lois jumelles, si je puis dire, de 1898 pour les accidents du travail et de 1919 pour les maladies professionnelles, qui sont toutes les deux une sorte de compromis, en quelque sorte, hein, pas vraiment de consensus, mais disons de troc, en quelque sorte, où on reconnaît donc la responsabilité des employeurs dans la survenue des accidents du travail et dans la survenue de 2 maladies professionnelles, le saturnisme et puis l'autre intoxication, disons, courante, qui est l'hydrargyrisme, la maladie du mercure, contre le fait de ne plus pouvoir être, pour le patronat, ne plus pouvoir être traîné au tribunal, en quelque sorte, hein, et de pouvoir s'assurer, en quelque sorte, contre ce risque, et d'autre part, de ne pouvoir réparer que de manière forfaitaire et non plus intégrale. Bon, ça, c'est un petit peu de la cuisine, mais ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il y a un ralliement, hein, à la fois du monde ouvrier et du patronat pour une solution qui est une sorte de solution un peu intermédiaire, mais qui est importante parce que quand même elle marque un tournant au sens où elle reconnaît la responsabilité patronale en matière d'accident et donc de ce qui peut arriver d'inhabituel, on va dire, dans le cadre du travail dans l'entreprise qui est la sienne. Donc des lois de protection. On protège, voilà, ça fait partie, les on va ouvriers, dire, voilà, ça fait partie, on va dire, d'un arsenal de protection sociale qui commence à se construire à ce moment-là, ce qui incontestablement. Une conscience des risques, et ça, c'est évidemment oui, absolument. Mais cette conscience existait déjà auparavant. Mais disons qu'à ce moment-là, en effet, on traduit cette conscience et ce caractère inacceptable à ce moment-là, en tout cas suffisamment collectivement inacceptable pour donner lieu à des lois. Donc on construit cet arsenal. Ceci dit, cet arsenal législatif, il ne résout rien. Ce serait magique si les lois pouvaient résoudre les faits sociaux, évidemment. Voilà. Et ce n'est donc absolument pas le cas. On sait très bien, sinon il n'y aurait plus de maladies professionnelles aujourd'hui. On est un siècle après le vote de ces lois, même un peu plus pour celle de 98. Mais ce que l'on voit surtout, c'est que alors même que donc, des maladies ont été reconnues au fur et à mesure au XXe siècle, donc par exemple, je l'évoquais tout à l'heure, la silicose en 1945, on voit aujourd'hui un retour de la silicose qui semblait, que l'on pensait une maladie révolue parce qu'on l'associe dans la conscience collective aux mines,
tout simplement. Et on voit à nouveau la silicose arriver dans d'autres secteurs, les secteurs de la taille de pierre, du carrelage, de la verrerie, du bâtiment, du travail textile, y compris par exemple quand on blanchit les jeans, eh bien là il y a un travail avec le sable qui provoque de la silicose très importante, notamment chez des jeunes femmes. C'est plutôt au Maghreb ou en Asie du Sud-Est que chez nous. Et donc justement, je voudrais terminer là-dessus. Je pense que comment on gère, finalement, dans la seconde moitié du XXe siècle, même si tout le XXe siècle est justement habité par cette protection de plus en plus importante d'un nombre de maladies qui s'accroît. On est aujourd'hui à 100 tableaux de maladies professionnelles, donc il y a 100 maladies qui sont reconnues comme professionnelles, ce qui ne veut pas du tout dire que ceux qui en sont atteints sont reconnus comme étant atteint de maladies professionnelles. Et il y a tout un travail très important quand on est atteint d'une maladie pour la faire reconnaître comme professionnelle, parce qu'évidemment, il y a un enjeu financier extrêmement fort, qui est celui de l'imputation de la maladie à l'espace de travail. Il y a aujourd'hui énormément de cancers professionnels qui ne sont pas reconnus comme tels et qui sont reconnus comme des cancers de la vie quotidienne, ce qui évidemment joue un rôle important, puisque celui qui a un cancer professionnel, il a une rente, alors que celui qui a un cancer de la vie quotidienne, parfois le même cancer, eh bien, il n'a pas de rente. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, la meilleure manière, peut-être dans les 30 ou 40 dernières années, de gérer dans nos pays cette question, c'est l'externalisation, là encore, c'est la globalisation. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'aujourd'hui, probablement, on souffre moins au travail quand on est un ouvrier d'usine, d'industrie, aujourd'hui, que dans une filature de Roubaix dans les années 1840, probablement. Même s'il y a énormément de pénibilité, énormément de souffrance au travail, c'est quand même moindre qu'en 1840 dans une filature de Roubaix. Mais la filature de Roubaix, aujourd'hui, elle n'est pas à Roubaix, elle est au Bangladesh. Donc on a aussi repoussé loin de notre vue cette souffrance au travail. Et c'est une des manières de la gérer maintenant à l'échelle internationale, d'une certaine manière. Oui. De même qu'on pourrait se demander si le goulag est arrivé chez les Ouïghours. Bon, mais là, ça nous entraînerait un peu loin, c'est-à-dire que vous finissez sur des bilans assez pessimistes. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Peut-être que Aurore nous laisse 10 minutes s'il y a des questions. Alors, je sais qu'on ne passe pas de micro, mais si vous avez des questions, on peut peut-être les prendre. Ils ne sont pas tous achevés. Si vous n'êtes pas tous absolument tués par les journées, par les 2 journées que vous venez de passer au travail. Non, il n'y a pas de questions. Ah pardon, je voyais pas. Alors oui. Il faut parler fort parce qu'il n'y a pas de micro qui passe. Mais voilà, allez-y. Là, je crois que c'est une question qui s'adresse à moi a priori. D'accord, merci. Oui. Merci beaucoup pour votre question. Oui, en effet, c'est-à-dire que on meurt encore dans l'industrie. Les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, au tout début de mon intervention, se situent massivement dans l'industrie, notamment dans le bâtiment, les transports, qui sont vraiment les secteurs les plus importants de mortalité au travail aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les secteurs qui souffrent le plus de la souffrance au travail et des blessures ou de la mortalité au travail, enfin en tout cas de la manière la plus croissante, même si ce ne sont pas les secteurs les plus importants, eh bien ce sont en effet les services. Et là, je pense évidemment à ces nouveaux esclaves modernes que sont les professions ubérisées, on va dire, et qui sont et comme ce sont des professions qui fonctionnent sur l'auto-entrepreneuriat, c'est extrêmement compliqué là encore d'avoir le meilleur outil de la mise en visibilité, c'est-à-dire des statistiques. Donc, on a énormément de mal à connaître les blessures et la mortalité au travail dans ces catégories, mais il est clair que ce soit dans l'intérim et dans la sous-traitance notamment, par exemple à EDF, énormément d'activités sont sous-traitées, et en fait, c'est parmi les sous-traitants que la mortalité et les blessures au travail et les maladies professionnelles sont les plus importantes. Ce sont souvent aussi des ouvriers ou des employés qui
circulent entre différentes entreprises. Donc là encore, la question de l'imputation dont je parlais pour le 19e siècle, elle renaît en fait. Mais il est clair que le travail tertiaire ubérisé joue aujourd'hui, voilà, est un élément très très important de l'accroissement de ces maladies professionnelles. Ce dont Alain Supiot parlait hier soir. Bon, écoutez. Ah, une question, pardon. Encore 3 minutes, allez-y. Le blanc de plomb. Oui, la céruse. Un Condé-sur Noireau. Oui. Absolument. Oui. Oui, il faut comprendre, il faut mesurer. Absolument, c'est clair. Enfin, moi, j'ai découvert en écrivant ce livre l'amiante avant l'amiante, en fait. C'est absolument la même chose. Ce qui est quand même un tout petit peu différent. La petite nuance que j'apporterais, c'est qu'il y en a deux. La première, elles sont fondamentales, les deux. La première, c'est que l'amiante tue au bout de souvent 15, 20, 30 ans. Alors, ce n'est pas complètement le cas, parce que vous avez raison, à Condé-sur-Noireau, tournant 19e, 20e, il y a en effet des ouvrières ou des ouvriers qui tombent malades très, très rapidement. Mais le cancer de l'amiante, le mésothéliome, le cancer principal de l'amiante, souvent, on meurt 20, 30, 40 ans après l'exposition. Donc ça, c'est une vraie différence, parce qu'avec le plomb, on peut mourir dans la première semaine. On peut aussi ne pas mourir du tout, et puis on peut aussi mourir beaucoup plus tard. Mais disons qu'il y a quand même une différence importante, qui est que ça donne de la visibilité plus forte, évidemment, quand il y a une mortalité qui est immédiate. L'autre différence très, très importante entre les deux produits, c'est que, à part cet inspecteur Auribeau, si son nom me revient, du travail à Condé-sur-Noireau, donc à la fin du 19e, début 20e en Normandie, qui a dénoncé les méfaits de l'amiante, mais son rapport d'inspection du travail est resté dans un tiroir, comme très souvent c'était le cas. Disons, on a d'abord découvert l'amiante comme un minéral magique, comme on l'appelait, un produit absolument formidable qui évitait les incendies, etc. Et puis, dans un second temps quand même, on a commencé à comprendre qu'il pouvait être très dangereux. Il y a un temps assez limité, mais quand même. Avec la céruse, ce qui est tout à fait fascinant, c'est qu'on sait sa dangerosité et son caractère mortifère avant même le processus d'industrialisation. C'est-à-dire que on dénonce la dangerosité du blanc de plomb dès le début du XVIIIe siècle. Et notamment parce que les peintres artistes, ceux-là, pas les peintres en bâtiment, mais les peintres artistes, utilisaient le blanc de plomb, notamment pour couvrir les toiles et puis pour teinter un certain nombre de peintures, donc comme un pigment, si vous voulez, qu'ils utilisaient. Et ceux qui travaillaient pour eux dans les ateliers, y compris en Hollande, etc., ou en Italie, qui étaient donc des broyeurs de couleurs, tombaient, eux, sous le coup du saturnisme très, très rapidement. Donc on connaissait la maladie. Et malgré cela, et en dénonçant même en même temps de manière parfaitement contemporaine ces méfaits sur la santé humaine, on décide d'industrialiser le produit. Donc il y a quand même là une différence qui est assez notable à mon avis. Maintenant, vous avez absolument raison pour ce qui est de ce qu'on a appelé l'usage contrôlé de l'amiante, qui a été, par le lobby de l'amiante, en particulier en France, extrêmement puissant. Toute l'histoire que je raconte, c'est l'usage contrôlé de la céruse. Une dernière question. Oui, monsieur ? En fait, c'était... Oui, vous avez tout à fait raison de relever cette contradiction parce que, bon, d'abord, ils ont perdu énormément de gens, mais en effet, on va remplir le goulag dès 1947. Alors, bon, pour ces lois, c'était au fond une criminalisation, c'était au fond pour remettre de l'ordre, parce qu'en fin de la guerre a été un facteur, disons, d'agitation dans la société. Il y a eu, au fond, beaucoup plus de liberté, finalement, dans les milieux d'anciens combattants, enfin, disons,
pour parler, etc. Il y a une sorte de libéralisation, entre guillemets, qui sourd de la société en guerre. Voilà, donc il y a en 46-47 une volonté de reprendre en main. Par exemple, pendant la guerre, les kolkhosiens, ils avaient droit à un petit lopin d'1 quart d'hectare, de 25 arts pour survivre, hein, puisqu'ils n'étaient pas payés pour leur travail collectif dans les champs du kolkhoz. Eh bien, pendant la guerre, ils se sont appropriés, il y avait beaucoup moins de surveillance, ils se sont appropriés des lopins qui pouvaient aller jusqu'à 1 hectare ou 2 hectares. Donc, après la guerre, il y a une volonté de remettre de l'ordre dans cette société qui s'est un peu, entre guillemets, émancipée pendant la guerre, l'occupation, etc., où il y a eu moins de contrôle. Et donc, c'est plutôt dans ce sens de remettre de l'ordre. Et donc, en même temps, c'était une misère absolument noire, vous pouvez imaginer, dans les campagnes dévastées par la guerre, par les prélèvements qui continuaient. Les plus mauvaises récoltes en URSS, c'était 46. Hein. C'est tombé à 40 millions de tonnes, 3 fois moins qu'en 1913. Par contre, les prélèvements étaient très élevés. Il y a eu une famine en 46, encore moins importante que celle du début des années 30. Et donc, on a voulu, en effet, reprendre en main la société, d'où ces lois ultra-scélérates qui ont entraîné des flots énormes qui ne correspondaient pas en principe avec cette politique. Hein, voilà, simplement, ces gens qu'on a envoyés au goulag, on les a un peu mieux nourris et les taux de mortalité ont été quand même les plus bas au début des années 50. Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci à tous d'être restés si tard. Et bonne soirée quand même. Et à demain pour d'autres festivités et réjouissances.